bien sûr circuler les diapositives après, donc ça, il n'y a pas de souci. Merci de couper vos micros, juste je le rappelle, quand vous ne prenez pas la parole. Et puis pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de vous renommer dans le chat. Et n'hésitez pas à vous y présenter aussi et nous dire si vous voulez pourquoi est-ce que vous êtes là à cet atelier aujourd'hui. Vous pourrez aussi bien sûr poser vos questions dans le chat. Il y aura des temps pour le faire à l'oral, il y aura 2 temps, mais voilà, on ne pourra sûrement pas prendre les questions de tout le monde. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat et on essaiera d'y répondre même après l'atelier. Et puis, vous pouvez aussi lever la main avec le petit outil de Zoom pour prendre la parole dans les temps de discussion. Voilà, je crois que pour les règles du jeu, on est pas mal. Donc, si tu veux bien, Héloïse, passer à la diapo suivante, sauf si j'ai oublié de préciser quelque chose. Je pense que c'est pas mal. Ok, du coup, j'en profite pour me présenter. Donc, Alizée Marceau, je vais co-animer cet atelier avec ma collègue Héloïse. Donc, moi, je travaille pour la coopérative Pistil. Héloïse, je travaille à Solagro. Pardon, merci. S'il vous plaît, merci de couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole. Merci. Donc, je vais co-animer cet atelier donc, avec Héloïse et avec le soutien aussi de Mathilde Coudray de la chaire UNESCO Alimentation du Monde et puis de nos collègues Madeleine Charru et Marc Pascal, donc de Solagro et de Pistil. Donc, ces 3 structures, Pistil, Solagro et la chaire UNESCO Alimentation du Monde, coportent ce projet ALTA. Donc, ALTA, c'est quoi? ALTA, c'est l'Alliance pour les transitions agricoles et alimentaires. Donc, pour un bon nombre d'entre vous, je crois que c'est la première fois que vous suivez un atelier avec nous. D'autres ont pu suivre les précédents temps de rencontres qu'on a pu organiser cette dernière année et demie, notamment un atelier sur les précarités alimentaires qu'on a organisé il y a quelques mois. En fait, du coup, je reviens rapidement sur ALTA pour ceux qui sont avec nous pour la première fois. ALTA est parti à la base d'une envie d'un certain nombre d'acteurs engagés déjà dans les transitions agricoles et alimentaires de se rassembler et de coopérer plus intensément pour qu'ensemble, on accélère les transitions agricoles et alimentaires et qu'on accroisse nos ambitions. Donc, ALTA est né pour un peu à émerger comme idée lors des rencontres de l'alimentation durable en 2021, qui était organisée par la Fondation Carasso. Et depuis, l'Alliance est structurée avec notamment la contribution et la participation d'une centaine d'organisations, à la fois locales, nationales et même internationales. Et avec le soutien financier de plusieurs fondations, notamment le consortium Healthy Food, Healthy Planet, qui rassemble des ONG européennes et des fondations européennes, la fondation Carasso et la fondation du Crédit Coopératif, donc qui finance aujourd'hui cette alliance ALTA. Si tu veux bien passer la diapo, Héloïse, merci beaucoup. Voilà, donc cette alliance, c'est une œuvre collective qui vise à faciliter et à soutenir l'action des acteurs qui sont engagés dans ces transitions sur les territoires comme des actions des acteurs nationaux aussi. Donc l'objectif, c'est bien de ensemble accélérer les transitions agricoles et alimentaires, et ceci à travers à la fois la création, la facilitation d'un espace de dialogue, d'échange, de coopération et de mutualisation, mais aussi en facilitant la montée en compétences, notamment à travers une approche systémique d'alimentation qui va nous permettre de croiser les sujets, les pratiques, les expériences de chacun et chacune sur divers sujets des transitions agricoles et alimentaires, pour vraiment prendre en compte cette complexité, parce qu'on sait tous, ces sujets sont hautement complexes. Et puis, au final, de profiter de cette action collective et de ces coopérations et de ces liens tissés entre les gens pour créer une force de proposition pour que nos voix individuelles aient plus de force par le collectif, et ceci en travaillant étroitement et en étant en interaction avec les organisations qui aujourd'hui font des actions de plaidoyer, portent ces actions de plaidoyer. Donc Héloïse, est-ce que tu peux passer? Merci. Et donc, pour être opérationnel, ALTA va mener
dans un premier temps, et pour ces 2 prochaines années, une action, disons, un peu focus pour concentrer les énergies sur un sujet qui nous paraît à la fois stratégique et complexe et qui est aussi porté et qui monte à l'agenda également national et international. Donc, on s'est dit que c'était un sujet particulièrement pertinent voilà, pour concentrer nos énergies. Et donc, c'est un sujet aussi à la fois difficile à aborder et complexe. Et donc, l'idée, là encore, c'est de bien mettre en pratique cette approche systémique, et notamment en parlant d'environnement alimentaire pour penser l'accompagnement de l'évolution de notre alimentation. Donc, on va le voir aujourd'hui, on va discuter de ces enjeux autour des environnements alimentaires. Donc, il y a plusieurs objectifs à cette campagne d'action. Donc, tout d'abord, c'est vraiment accroître nos ambitions en mettant à l'agenda ce sujet crucial, mais aussi simplement rendre visible toute la diversité des initiatives qui sont aujourd'hui à l'œuvre et donc les leviers d'action qui sont possibles pour faciliter voilà, l'action et donc animer cette communauté apprenante pour faciliter et favoriser la multiplication des initiatives, et ceci en s'inspirant à la fois d'initiatives en France, mais aussi à l'international, puisqu'il y a aussi plein de choses qui se font, bien que dans des contextes un peu différents. Et puis pour que toutes ces expériences puissent à la fois, comme on l'a dit tout à l'heure, là encore, nourrir et renforcer les plaidoyers nationaux, faire évoluer les politiques nationales et européennes. Héloïse, si tu veux bien passer à la diapo d'après. Merci. Et donc, sur cette campagne, il y a plusieurs temps forts. Donc, aujourd'hui, c'est le premier temps fort de cette campagne avec un premier atelier de réflexion. Le prochain sera fin mars. On a aussi lancé en parallèle un état des lieux collaboratif des initiatives qui existent aujourd'hui, donc qui sera ouvert jusqu'à l'été. Et on a besoin, bien sûr, de toutes vos contributions, parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qui existent déjà. Donc, on va mettre le lien dans le chat vers cet état des lieux. Et puis, à travers cette campagne d'action, donc qui durera jusqu'en 2024, on souhaite aussi collaborer un peu plus étroitement avec des acteurs qui portent des projets pilotes pour pouvoir analyser avec eux un peu les ressorts de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et puis pouvoir apporter ces retours d'expérience à l'Alliance pour, encore une fois, avancer ensemble de manière plus efficace et ambitieuse. Donc, encore une fois, si vous vous sentez concerné par ces actions pilotes, n'hésitez pas à venir nous en parler, parce que voilà, on commence à réfléchir et on aimerait bien vous entendre si vous pensez que vous auriez envie de participer. Donc voilà, et tout ça, comme je l'ai dit, va être revalorisé au sein de l'Alliance. Donc aujourd'hui, notre premier atelier pour cette campagne d'action, l'objectif, comme j'ai dit, c'est de commencer à co-construire cet état des lieux d'initiative et aussi de nous apporter un éclairage collectif sur les enjeux de l'évolution de notre alimentation vers une assiette plus végétale. Donc, on aura plusieurs intervenants pour poser un petit peu ce cadre. On va entendre Benoît Granier, donc du réseau Action Climat, sur ce concept d'environnement alimentaire et pour présenter un peu la campagne d'action qui mène. Et puis, on aura 2 retours d'expérience, l'un de Léa Sturton de Montmont-Sartoux et l'autre de David Sima de VRAC Bordeaux sur le collectif Acclimat-Action. Et puis, il y aura bien sûr des temps d'échange, parce qu'on sait que vous avez tous et toutes déjà largement réfléchi à ces questions et que vous portez aussi des actions là-dessus. Donc, on est très preneur de vous entendre et de vos retours d'expérience. Donc, voilà pour notre programme du jour. Je propose de passer à la partie enjeux et cadrage. Et du coup, je passe la main à Héloïse. Merci beaucoup, Alizée. Effectivement, donc, on va traiter beaucoup de choses dans cet atelier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et si on ne peut pas y répondre dans le cadre de ces discussions, on le fera via un compte-rendu qui vous sera envoyé à l'issue de la réunion avec toutes les présentations. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer vos questions
au fil de l'eau. Effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet de comment est-ce qu'on peut accompagner ce changement de notre alimentation, vous rappeler en quelques mots pourquoi est-ce que c'est un sujet important et pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est au cœur des enjeux de transition. Aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet qui est au cœur du débat public. Là, à gauche, vous voyez plusieurs extraits de titres de journaux, émissions, télé, radio, qui traitent de ce sujet-là avec différentes clés d'entrée. C'est un enjeu effectivement en termes de transition, mais pas uniquement. C'est aussi un enjeu de santé publique, c'est un enjeu social, c'est un enjeu pour l'avenir de l'agriculture. Donc voilà, c'est un sujet complexe qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui. Et globalement, on est aussi parti du constat qu'il y avait une certaine réticence à engager ce sujet de l'assiette et de l'alimentation dans les projets pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est un sujet qui traite de sujets très intime, individuel. L'alimentation, c'est quelque chose qui relève de l'individu, donc c'est compliqué d'en discuter sans être dans l'injonction ou dans le dogme. Donc ça, c'est un point de vigilance qu'on identifie. On est aussi dans un contexte de crise de l'agriculture et de l'élevage, donc avec un climat de parfois crispation, tension, donc qui aussi nécessite de bien poser les termes du débat et d'être nuancé dans les discussions. Et puis aussi pour des raisons très concrètes, parce qu'on peut pas prendre, on ne sait pas forcément par quel bout prendre le sujet. Et c'est ça qu'on voulait creuser avec vous aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet-là avec toutes les précautions nécessaires, mais tout en faisant avancer les enjeux pour les enjeux de transition, de santé, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on vous propose de poser les bases de la discussion, pourquoi et comment accompagner l'évolution de notre alimentation. Et puis ensuite, vous aurez effectivement des illustrations avec des exemples d'acteurs engagés. Le premier enjeu, quand on parle d'alimentation, c'est une question de santé publique. Tout d'abord, l'alimentation, c'est un des premiers déterminants de l'état de santé des populations. En France, on consomme globalement trop, mais aussi trop de protéines. Ce qu'on constate quand on fait un suivi des différentes études épidémiologiques, c'est qu'on a une augmentation globale des affections de longue durée en lien avec l'alimentation, donc tout ce qui est par exemple diabète, cancer, mais aussi de l'obésité. Là, c'est la courbe que vous avez ici sur l'évolution du taux d'obésité en France depuis les années 80 jusqu'à 2015, 2016 même, je crois. Ce qu'on observe, c'est que voilà, on avait en 2017 47% de la population française en excès pondéral et que le taux d'obésité est passé de 5% en 1980 à 28% en 2015. Alors voilà, c'est un enjeu de santé publique. Ça aussi implique des coûts importants pour nos systèmes de santé qui sont déjà fragiles. Donc voilà, c'est une question qui est très, enfin effectivement d'actualité pour parler santé. Alors bien sûr, il n'y a pas que les questions de surconsommation, il y a aussi la qualité de ce qui est consommé. On pourrait aussi parler des produits transformés. Enfin voilà, on a bien conscience que cet enjeu-là est multifactoriel, mais en tout cas, c'est aujourd'hui un enjeu extrêmement prégnant qu'il faut prendre en compte. D'autant qu'aujourd'hui, en France, on a un plan national nutrition santé qui formule des recommandations pour améliorer l'état de santé de la population. Donc, le PNNS, je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais qui formule des recommandations, donc notamment d'augmenter la consommation de fruits et légumes, de légumes secs, de fruits à coque, d'aller vers davantage de produits bio, de produits moins transformés, de saison, etc. Et puis de réduire les produits sucrés trop salés, mais aussi la consommation de charcuterie, de viande. Et voilà. Donc voilà, on a aussi cet objectif-là en termes de santé publique d'aller vers une alimentation plus végétale. Ça répond aussi à cet objectif d'améliorer l'état de santé de la population. Et juste pour vous signaler qu'on attend une stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat qui devrait, on l'espère, permettre de croiser au sein d'un même document et d'une même stratégie à l'échelle nationale ces enjeux-là. Alors, on a parlé alimentation santé, mais on pourrait aussi il faut même aussi parler alimentation climat, puisque aujourd'hui, l'alimentation, c'est le deuxième poste de notre empreinte carbone, donc juste derrière les transports et avant le logement. Donc, c'est un quart de notre empreinte carbone qui est liée à ce qu'on mange. Là, vous le voyez sur ce graphique, la part assez importante des produits issus d'origine, des produits d'origine animale, pardon, tout ce qui va être viande, lait, œufs.
Donc, si c'est un enjeu de santé publique, c'est aussi un enjeu environnemental dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Et voilà, l'alimentation plus végétale est de nouveau un levier important à enclencher pour atteindre nos objectifs en matière de transition. Alors, quand on dit alimentation plus végétale, on ne dit pas ne plus manger de viande. On est bien dans une idée de réduire la consommation de produits d'origine animale. Et là, ce que ce graphique vous montre, c'est qu'en fait, on peut très rapidement avoir un impact sur notre empreinte carbone, sur l'empreinte carbone de notre alimentation en réduisant cette consommation de viande. Donc là, vous avez plusieurs régimes alimentaires qui vous sont présentés. Ici, on a les gros mangeurs de protéines animales qui mangent de la viande à tous les repas. Ici, juste à droite, on a des mangeurs qui en mangent une fois par jour. Donc déjà, on voit que faire voilà, ce geste de consommer de la viande pas à tous les repas, ça a déjà un impact significatif sur la réduction de l'empreinte carbone de notre alimentation. Et comme on le voyait aussi, c'est dans la ligne correspondante des directives en termes de santé publique. L'idée aussi, c'est de consommer moins mais mieux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette idée-là, mais de consommer moins de produits d'origine animale, mais de meilleure qualité. Ça permet aussi de répondre à d'autres enjeux, notamment en termes de bien-être animal, mais aussi de quel type d'élevage on souhaite privilégier, par exemple préserver des élevages à l'herbe qui permettent de maintenir les prairies permanentes qui ont un intérêt aussi en termes de biodiversité. Donc voilà, ce qu'on entend quand on parle d'aller vers une alimentation plus végétale. Un dernier point, c'est sur les enjeux, on va dire, plutôt environnementaux et puis ce lien entre alimentation et système agricole. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 70 à 80% des surfaces agricoles en France qui sont aujourd'hui dédiées à l'élevage. Donc, que ce soit des surfaces en prairie, des cultures fourragères ou des grandes cultures, donc pour tout ce qui va être complément alimentaire pour l'alimentation des cheptels. Donc, c'est assez significatif aussi en termes d'aménagement des territoires, de nos paysages. Et puis, on sait par ailleurs que l'agriculture, elle est aussi directement touchée par les crises à la fois climatiques, mais aussi économiques. Donc, il y a un véritable enjeu à penser ces évolutions de manière conjointe, à la fois accompagner l'évolution de notre alimentation, mais aussi la transition des systèmes de production pour qu'ils soient aussi davantage résilients. Donc, voilà, on a besoin de reconnecter ces enjeux, de reconnecter ce qu'on produit et ce qu'on mange. Par exemple, en France, on est largement déficitaire en fruits et légumes ou en légumineuses. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accompagner aussi ces produits-là pour qu'ils soient disponibles ensuite à l'alimentation sur le territoire national. Et puis, on observe aussi globalement une forte diminution des cheptels. Donc, comment est-ce qu'on maintient aussi des systèmes d'élevage qui répondent aux attentes sociétales en termes de qualité, de bien-être animal, qui soient plus résilients face au changement climatique et qui répondent aussi à ces enjeux environnementaux sur la diminution des gaz à effet de serre, la préservation de la biodiversité, etc. Donc voilà, le mot de conclusion de cette slide, c'est bien la nécessité d'accompagner à la fois l'évolution des comportements alimentaires, mais aussi de réfléchir conjointement la transition de nos systèmes de production et la transition agricole. Pour conclure sur ce petit cadrage, juste pour vous dire, voilà, vous l'aurez compris qu'accompagner l'évolution de notre alimentation, c'est un enjeu majeur, mais c'est un sujet complexe. Je pense qu'on l'a dit plusieurs fois dans les 20 minutes depuis qu'on a commencé ce webinaire. Mais voilà, la complexité, c'est aussi ce qui rend les choses intéressantes. Et du coup, voilà, ce qu'on va creuser par la suite avec vous, c'est comment est-ce qu'on parle finalement de ce changement indispensable dans nos assiettes et puis cette volonté qu'on a de partager... pour un don du sang vendredi et après... Quelqu'un pourrait couper son micro. Oui, c'est bon. De partager ensemble les enseignements, les retours d'expérience qu'on a chacun sur ce sujet-là, et puis aussi les difficultés que vous rencontrez peut-être pour aborder cette question-là. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un premier petit temps où on va vous mettre à contribution et on vous demande de répondre à cette question suivante qui va nous aider aussi à continuer à avancer dans le cadre de cette campagne pour être plus proche de vos problématiques, des besoins que vous rencontrez pour avancer sur ces sujets-là. Donc, je vous invite à aller sur le lien Bicast que vous allez recevoir en principe dans le chat et de répondre à cette question. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés ou points de blocage auxquels vous êtes confrontés ou que vous observez concernant l'adoption d'une alimentation plus végétale?
Donc, il vous suffit de vous connecter et de rejoindre la page Bicast. Je vais arrêter mon partage d'écran pour aller sur Bicast, moi aussi, et d'envoyer une idée. Donc, pour ça, en bas, vous avez juste un petit bouton, normalement, qui vous propose « Envoyer une idée ». Et voilà, il vous suffit de cliquer, de rédiger et puis d'envoyer voilà, vos idées. On vous laisse quelques minutes pour nous faire remonter vos problématiques. Ça peut être aussi vos envies, vos besoins pour avancer sur le sujet. Alors, globalement, on voit effectivement la question du prix, du temps, le fait d'avoir des idées de recettes ou des questions d'habitude, de ne pas forcément savoir comment cuisiner les légumineuses. La question de l'offre. La question de vers quoi on se tourne en termes de produits pour remplacer ces protéines animales. Le temps de préparation que ça peut aussi impliquer. Les blocages culturels, psychologiques, les préjugés sur l'idée qu'il faut consommer de la viande pour la croissance des enfants. La question de par quoi on remplace, effectivement, la publicité. On va laisser le tableau ouvert si vous souhaitez continuer à envoyer des idées. Alizée, si ça te va, je propose qu'on continue, comme ça on reste dans notre bon timing. Du coup, je vais passer la parole à Benoît Granier du réseau Action Climat, qui va nous parler de l'intérêt de l'entrée par l'environnement alimentaire pour accompagner et accélérer le changement. Alors Benoît, je vais partager ta présentation. Tac. Et donc, on te laisse 10 minutes de présentation et ensuite, on prendra un temps d'échange avec vous pour répondre à vos questions. Voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Héloïse. Donc, Benoît Granier, je suis responsable d'alimentation au réseau Action Climat et voilà, je suis très content d'avoir été invité pour pouvoir vous présenter un petit peu cette notion d'environnement alimentaire et aussi les campagnes du réseau Action Climat et de ses membres, puisqu'on fédère 37 associations françaises sur ce sujet-là. Donc, la première slide, qui sera donc la suivante, c'était très rapide et ça a déjà été bien expliqué, mais qu'est-ce qu'on entend par une alimentation saine et durable? Là, je m'appuie en particulier sur la définition que vous trouvez dans l'avis du CNA de l'année dernière, Nouveaux comportements alimentaires, proposition d'action pour une alimentation compatible avec des systèmes alimentaires durables, qui définit bien ces enjeux-là. Et donc, voilà, nous, en tant que réseau Action Climat, quand on parle d'alimentation saine et durable, c'est une alimentation avec plus d'aliments végétaux de qualité, donc fruits et légumes frais, légumes secs, céréales complètes, etc. Moins de produits ultra transformés et d'aliments riches en sel, en sucre et en certaines graisses. La notion aussi de moins et mieux de produits d'origine animale, avec notamment une baisse de la consommation de viande en priorité, de produits laitiers aussi. Et cette question du mieux, d'aller vers des élevages qui soient plus extensibles et plus écologiques. Et aussi, de manière générale, tout type de produits, avoir des modes de production qui soient donc plus durables, en particulier issus de l'agriculture biologique ou de modes de production avec moins et à terme pas du tout de pesticides et d'engrais de synthèse. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait pour aller vers cette alimentation saine et durable? Ce qui est important, donc, c'est cette notion d'environnement alimentaire. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes déjà familier et familière avec cette notion. Elle a été placée aussi au cœur de cet avis du CNA. Et donc, elle est définie, je reprends un peu, je reformule la définition, comme l'ensemble des éléments extérieurs aux individus ayant une influence sur leur comportement alimentaire.
Donc, c'est à la fois un environnement alimentaire au sens large, c'est l'environnement qui est culturel et social. Donc là, on va parler des normes sociales et culturelles, de l'entourage social. Qu'est-ce qu'il est normal de faire à un moment donné dans une société, de manger 3 repas par jour, de prendre un dessert, de prendre un goûter. Qu'est-ce que mangent les gens autour de nous, qu'est-ce que mangent, que ce soit dans la famille, auprès des collègues, à l'école, etc. Après, on a un autre bloc, c'est l'environnement géographique et physique. Donc, tout ce qui va être les questions de lieu de vie, de mode de transport, du temps de transport, de la présence et de l'absence de commerce alimentaire près de chez soi aussi. Donc, est-ce que c'est possible de pouvoir travailler, faire ses courses, cuisiner? Est-ce qu'au niveau matériel et géographique, tout ça est aligné pour permettre aussi d'avoir une alimentation qui soit saine et durable et déjà choisie? Et ensuite, la notion complémentaire, celle de l'environnement commercial, où là, on a plus généralement quelle est l'offre alimentaire qu'on trouve dans la restauration hors domicile, donc toute l'offre qu'on va trouver dans des restaurants commerciaux, dans les fast-foods, dans la restauration collective, puisqu'on dépend aussi de ce qui va être proposé lors de nos choix. Aussi dans les lieux de distribution, au-delà de la présence ou de l'absence de commerce alimentaire près de chez soi, auprès de son travail, c'est quelle est l'offre qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir des produits frais? Est-ce qu'on va avoir des produits bio? Quelles vont être aussi les politiques de prix, de marge, de promotion en fait, par les enseignes? Un produit qui va être plus cher va être plus difficile à acquérir, alors qu'un autre très bon marché avec des grosses promotions va plus attirer nos achats. Et au-delà de cette question de l'offre, c'est aussi la question du marketing et de la publicité. Alors, à la fois dans les magasins, mais aussi à la télévision, sur Internet, à la radio et dans les espaces publics. Où là, on peut penser par exemple aux publicités pour tout ce qui va être fast-food, donc les burgers, le poulet frit, etc., qu'on trouve assez systématiquement à la fois à la télévision et dans les abribus, etc., en ville, qui font partie donc de cet environnement alimentaire qui va avoir un impact important sur nos habitudes, sur nos préférences. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet environnement alimentaire, comme le précise l'avis du CNA, il peut être modifié par les politiques publiques. Alors, via des actions soit qui sont ciblées sur l'alimentation, par exemple des questions d'éducation à l'alimentation, des questions d'étiquetage nutritionnel ou bien sur les impacts environnementaux, mais aussi des politiques qui peuvent être liées à l'aménagement du territoire, des politiques économiques, des politiques culturelles qui vont permettre d'avoir des commerces alimentaires plus près de chez soi, des transports en commun plus efficaces qui permettent d'avoir plus de temps pour cuisiner et d'être plus facilement également dans des lieux où on propose une alimentation. Alors, vu que cette notion d'environnement alimentaire, bon, si on n'est pas habitué au niveau conceptuel, ce n'est pas forcément naturel. Là, il y a un schéma de l'OMS qui est assez intéressant, qui s'intéresse à la qualité de l'alimentation et qui montre bien ce que vous avez à l'extérieur. C'est tout ce qui va être à la production, à la logistique, au stockage des aliments. Donc, vous avez cette partie-là qui peut être l'objet des politiques publiques et qui l'est de manière très fréquente via la politique agricole commune, via beaucoup d'autres véhicules. Au cœur, vous avez le consommateur, où là aussi, il y a pas mal de politiques publiques qui vont toucher, viser le consommateur, ou alors des discours qui vont dire que le consommateur doit être plus informé, doit être plus responsable. S'il envoie les bons signaux, alors le marché va changer. Comme s'il y avait ce lien entre la production d'un côté et le consommateur. Et l'environnement alimentaire, c'est justement cette couche qui montre qu'entre les deux, il y a un certain nombre de maillons, il y a un certain nombre d'éléments qui vont soit favoriser, soit empêcher ce lien entre le consommateur et la production agricole. Donc, il ne suffit pas d'avoir des produits bio sur le marché, d'avoir des produits végétariens, des légumes secs sur le marché. Il ne suffit pas non plus que le consommateur ait envie comme ça ou qu'on lui dise qu'il faut manger plus de légumes secs ou manger plus bio. Il faut aussi que ces produits soient accessibles géographiquement. Il faut qu'ils soient accessibles financièrement. Il faut qu'on ait envie de les manger. Donc, il faut aussi qu'en termes de sensibilisation, de marketing, de publicité, etc., on ait tout ça qui soit en phase. Et donc, l'environnement alimentaire, c'est vraiment ce qui permet de faire ce lien. Une fois qu'on aura agi sur, on va dire, tout ce qui est souhait, désir, côté consommateur, où on voit bien qu'il y a cette question des préférences individuelles, cette question du temps disponible, cette question des connaissances qu'on peut influencer. Mais si à côté de ça, on n'a pas des prix qui sont en phase, on n'a pas un accès physique, on n'a pas aussi donc des politiques promotionnelles de ces aliments,
une information sur les aliments, en particulier en magasin, alors on ne peut pas avoir ce lien. Donc, l'environnement alimentaire, il implique, et là j'utilise un autre schéma aussi qui est assez parlant, c'est d'une part d'aller au-delà des approches qui vont se focaliser sur la demande et donc sur les consommateurs pour justement agir sur tous les facteurs qui vont déterminer ce que nous mangeons. Et donc, le schéma est assez parlant. Ce n'est pas uniquement agir sur l'individu, mais agir sur l'environnement qui conditionne nos choix, qui rend plus ou moins facile, plus ou moins accessible les produits et l'alimentation saine et durable, sachant que là, les flèches sur la partie droite montrent qu'on a plus de choix, mais l'environnement alimentaire, il a aussi un impact sur nos préférences, sur nos envies. Donc, les flèches vont vraiment dans les deux sens. Attention, Benoît, il te reste plus que 4 minutes. Très bien. Merci pour ce rappel. Alors, pour l'enjeu, donc qu'est-ce qu'on parle de manière très concrète si on veut aller sur l'environnement alimentaire favorable à une alimentation plus saine et plus durable? Il y a la question de l'environnement culturel et social, où là, c'est les questions d'éducation à l'alimentation, que ce soit par exemple à l'école, donc éducation primaire et secondaire, les campagnes grand public, là, également de sensibilisation, mais qui sont vues dans un sens plus large donc de l'environnement alimentaire, la sensibilisation par les professionnels de santé et du social aussi, qui sont des leviers importants. L'environnement géographique et physique aussi, qui est très important, donc avec l'enjeu de renforcer le maillage territorial en commerce alimentaire et d'adapter aussi l'aménagement, les systèmes de transport pour avoir un meilleur accès à ces commerces, que j'ai déjà évoqués. Et là, c'est les sujets vraiment sur lesquels le Réseau Action Climat travaille davantage, c'est les questions de l'environnement commercial, avec des enjeux comme le fait d'avoir un étiquetage sur les produits alimentaires pour informer de l'impact environnemental et du mode d'élevage aussi pour les produits d'origine animale, qui aujourd'hui fait défaut. Le fait aussi de la restauration collective et commerciale d'avoir des produits d'origine animale plus durables et aussi plus de choix de plats végétariens, qui soient aussi rendus plus appétants, plus équilibrés, pour qu'on ait envie de les manger. Aussi, avoir plus de produits végétaux, de légumes secs, de fruits et légumes, de plats végétariens, etc., dans les lieux de distribution, en particulier les supermarchés. Et je reviendrai dessus en 1 minute à la fin de ma présentation. La question aussi de la restriction du marketing et de la publicité. Il y a certaines villes aux Pays-Bas, en Angleterre, comme Londres, qui ont décidé en particulier d'interdire ou de réguler vraiment toute la publicité et le marketing pour la viande industrielle en particulier. Et aussi la question du soutien aux agriculteurs, aux industries agroalimentaires qui sont engagés dans la production et dans l'offre de produits sains et durables et dont l'offre peut être plus facilement mise en rayon et à des prix plus attractifs s'ils sont soutenus d'un point de vue financier, d'un point de vue. Alors, sur la restauration, le Réseau Action Climat travaille sur plusieurs de ces axes via ses assos membres. Donc, vous avez la FNH, Secours catholique et Greenpeace qui travaillent sur la restauration collective. La question du maillage territorial, c'est un travail qui est fait notamment par le Secours catholique, par Action contre la faim, avec d'autres structures comme les réseaux CIVAM et d'autres associations. Et le sujet que je voulais introduire, c'est la campagne que va sortir le Réseau Action Climat le 31 janvier, donc dans 2-3 semaines. Une campagne sur la grande distribution, donc un travail de notation des différentes enseignes, donc des 8 principales enseignes, Auchan, Carrefour, Casino, Leclerc, Intermarché, Lidl, Monoprix et Système U, où on a réalisé une évaluation des pratiques de ces enseignes, alors à la fois en termes de transparence, d'engagement sur leur politique RSE, mais aussi justement sur l'environnement alimentaire à proprement parler. Quand on va dans leur site internet, quand on va dans les magasins, qu'est-ce qu'on a comme choix, qu'est-ce qui est mis en avant, pourquoi est-ce qu'il y a des promotions, pourquoi est-ce qu'il y a du marketing, pourquoi est-ce qu'on a des affiches, des pancartes, etc. En gros, qu'est-ce qui va influencer et favoriser nos choix. Donc, un travail qu'on a fait notamment via des visites en magasin et donc sur les sites internet comme j'ai évoqué, et nos principales demandes qui, je pense, peuvent être intéressantes à évoquer rapidement, qu'on identifie comme étant vraiment prioritaires, à la fois pour les enseignes, mais aussi pour les pouvoirs publics. Que c'est ça qui est intéressant avec l'environnement alimentaire, c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer à la fois en faisant pression sur les acteurs privés, mais aussi sur les acteurs publics qui ont un rôle de réglementation qui est assez important, alors qui est plus fort au niveau national, mais qui peut aussi exister au niveau plus local. Donc, d'une part, d'encadrer la publicité, le marketing et les promotions pour la viande et les produits laitiers, en particulier les rendre possibles pour les produits durables, mais pas pour les produits issus d'élevage intensif.
promouvoir les protéines végétales et le moins et mieux de produits d'origine animale, donc via des campagnes grand public, mais aussi via des actions en magasin. Et ça sera notre demande principale pour laquelle on va aussi monter une pétition qui sera mise en ligne le 31 janvier. Ça sera sur le site du réseau Action Climat, on communiquera sur les réseaux sociaux dessus. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Et on aura une page dédiée à la campagne où on aura à la fois le rapport, à la fois une vidéo et la pétition, qui est donc une pétition pour un étiquetage environnemental sur les produits alimentaires qui indique aussi le mode d'élevage. Pour bien aller à la fois donc, sur cette question du moins et du mieux et pour répondre aussi aux demandes de la population. Il faut savoir que 96% des Français sont favorables à avoir une indication du mode d'élevage sur les produits. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai été un petit peu rapide, je pense, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, donc je m'en excuse si ça n'a pas été assez clair, mais je pourrais répondre à vos questions avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Effectivement, là, on a un petit temps pour prendre quelques questions. Donc, c'était là pour vous présenter l'entrée environnement alimentaire qu'on souhaite aborder, nous aussi, dans le cadre de la campagne d'action ALTA. Et puis, comment est-ce que, aussi au niveau national, on peut s'emparer de ce sujet avant de rentrer dans des exemples d'actions territoriales sur les territoires. Alors, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Il n'y a pas de questions à proprement parler, mais il y avait quelques remarques au fil de l'eau, notamment une remarque sur les équipementiers, les partenaires des sportifs, avec des choses un peu surprenantes comme KFC qui serait partenaire de l'équipe de France de foot. On avait une remarque aussi sur le fait qu'on ait beaucoup de femmes autour de notre écran aujourd'hui. Et donc, est-ce que ces questions intéressent plus particulièrement les femmes ? Voilà, et puis une remarque aussi, est-ce que les politiques sont-ils bien au courant de toutes ces études qui sortent, et notamment au niveau national, puisque ça ne transparaîtrait pas dans leur politique. Donc voilà. N'hésitez pas à prendre la parole. Je vois qu'il y a quand même quelques autres questions qui arrivent dans le chat. Déjà des remerciements pour vous, Benoît, d'avoir été très clair. Merci aussi d'avoir eu un petit œil sur le chat et d'avoir répondu à quelques questions au fur et à mesure. Il y a Julie et Alice qui nous posent une question sur un label. Existerait-il un label pour certifier une production ou une offre d'alimentation durable? Donc là, je pense que nous avons toutes et tous la réponse à cette question complexe. Je ne sais pas si quelqu'un peut en dire un mot, Benoît. Je peux peut-être répondre rapidement à la première question sur est-ce que les ministères et les députés sont au courant. Ce qui est sûr, c'est que nous, on leur transmet nos demandes à chaque fois qu'il y a un projet de loi, qu'il y a une stratégie, on sollicite des rendez-vous, on leur présente tout ça. On leur présente aussi nos rapports, on demande des rendez-vous. Donc, on ne peut pas être au courant. Après, ils y prêtent un œil plus ou moins attentionné. Mais c'est sûr qu'on a souvent des grandes différences en termes de logiciels et de vision de l'alimentation, de l'agriculture et des façons de faire évoluer tout ça, en particulier avec le ministère de l'Agriculture. Alors qu'à l'inverse, quand on parle du ministère de la Santé, le ministère de l'Écologie, on est très, très en phase et très écouté. Mais il y a ce problème de rapport de force entre les différents ministères qui n'est pas en la faveur de la santé et de l'écologie aujourd'hui. Et sur la question des labels de durabilité, alors peut-être que ça pourrait être complété, mais nous, pour notre rapport, on s'est basé sur l'étude menée par le bureau d'études Le Basique avec Greenpeace et WWF France, qui ont fait une analyse de l'ensemble des labels et certifications en France pour savoir en termes de robustesse et de plus-value sur le plan social et environnemental, qu'est-ce qui était plus ou moins solide. Et qui montrait que vous avez les labels bio, alors les différents labels bio, agriculture biologique, bioéquitable en France, Nature et Progrès, qui étaient vraiment très robustes. Les labels rouges et certains bleus blancs cœur, ça dépend des filières, qui sont relativement robustes. Et qu'après, tout ce qui va être lié, par exemple, à haute valeur environnementale, HVE, zéro résidu de pesticides ou agriconfiance, là, on était dans la très, très faible valeur ajoutée, peu de vérification. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a ce rapport-là qui date de l'an dernier ou d'il y a 2 ans, qui est assez complet. Merci Benoît. Je ne sais pas si vous avez tous un œil sur le chat, mais il y a une remarque également de Marinke qui nous partage une information et qui nous dit que dans toute une région du Nord-Hollande, donc il y a une interdiction de publicité concernant viande et poissons et tout ce qui va être
alors, fossil fuels dans les abris d'autobus. Voilà, donc peut-être c'est intéressant, je pense, de savoir ce qui se passe aussi en dehors de la France. Ça peut être inspirant, effectivement. Et j'en profite, effectivement, certains d'entre vous ont mis plein d'initiatives. Alors, on aura une page aussi pour collecter toutes vos bonnes idées et tous les projets dont vous avez connaissance. N'hésitez pas à nous les partager dans le chat, mais voilà, on aura aussi ce temps-là à la fin de la réunion. Marc, tu souhaites prendre la parole et puis après… Oui, très brièvement, mais pour rebondir sur les deux remarques, questions qui viennent d'être faites, sur la manière de faire remonter les choses au gouvernement ou aux décideurs en général, c'est bien un intérêt d'Alta d'arriver à se concerter plus souvent et à travailler ensemble pour avoir plus de force quand on fait remonter des éléments de ce type concernant l'alimentation au gouvernement. Et puis sur la question du label, au-delà de savoir s'il en existe, merci de nous préciser qu'il y a un rapport qui existe, mais le Alta a aussi comme finalité, comme fonction de diffuser ce genre d'informations pour que les acteurs sur le terrain, que nous sommes tous, en disposent plus facilement, et on est en plein dans le sujet de Alta. Merci beaucoup. Effectivement, ça reboucle la boucle. Merci Marc pour cette intervention. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, on aura encore un temps d'échange. Je vous propose d'avancer avec une présentation, donc une illustration de comment est-ce qu'on peut faire bouger l'environnement alimentaire sur les territoires, donc avec le levier notamment restauration collective. Et l'exemple de Mouansartou, donc Léa Startou qui va nous présenter les résultats de l'étude qu'ils ont menée sur l'évaluation de leur politique alimentation durable. Donc Léa, je te laisse la parole, 10 minutes de présentation et je partage tout de suite ta présentation. Oui, donc merci. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi je m'appelle Léa Starton et je travaille pour la ville de Mouansartou. Et je dirige le service de la Maison d'éducation à l'alimentation durable, qui est en fait le service municipal qui porte le projet alimentaire territorial. Voilà, donc Mouansartou, aujourd'hui, c'est d'abord un projet de restauration scolaire durable qui a été mis en place dès 1999 avec la première introduction de viande bio. Et depuis 2012, on est 100% bio. Voilà, on prépare 1100 repas par jour, distribués sur 3 cantines, avec une cuisine par cantine. Donc, c'est de la liaison chaude. On a un approvisionnement local fort. En tout cas, c'est vraiment la dimension qu'on donne à toutes nos activités de sourcing et les achats qu'on fait. On essaie d'être le plus local possible. On végétalise l'assiette aussi depuis 2017, en fait, avec la première introduction de repas sans viande en 2017. C'est 1 fois à 2 fois par mois, et puis tout ça a augmenté progressivement, et depuis cette rentrée scolaire, on est, en fait, c'est faux, c'est pas 2 repas végétariens par semaine, mais 50% des repas. Donc, comme on est à 5 jours par semaine, il y a des semaines à 3 repas, des semaines à 2 repas. Voilà. Et pour accompagner le passage au bio, on a aussi fait des économies en luttant contre le gaspillage alimentaire. Donc là, il y a eu vraiment une grosse baisse. On est autour de 40 grammes par repas, alors qu'on partait de la moyenne nationale, donc autour de 130, 140 grammes par repas. Donc ça, c'est un travail fait vraiment par les cuisines, avec un pilotage à mon niveau. Et puis, une forte diminution du plastique. Donc après, comme on est une cuisine sur place, on n'a pas de barquette. Mais voilà, dans tout l'approvisionnement, dans les contenants, le matériel de service, on fait aussi, bien sûr, attention à ça. Et donc, ce projet de restauration scolaire a ensuite débouché sur la création d'un service, donc la MEAD, qui porte le projet alimentaire depuis, il a été créé en 2016, au début avec une chargée de mission. Et puis, petit à petit, il s'est développé pour porter différentes actions sur le territoire et en dehors. Et aujourd'hui, on est entre 6 et 10 personnes en fonction du nombre de stagiaires, services civiques et réponse aux appels à projets. Voilà, Mouansartou, c'est aussi en fait une régie municipale qui produit les légumes bio pour les cantines. Donc elle a été
créé en 2011. Donc aujourd'hui, on a 4 hectares qui sont en production avec 3 fonctionnaires maraîchers qui livrent tous les jours directement les cantines. Donc il n'y a pas du tout de transaction financière. C'est d'un service municipal à un autre. Et ça représente en légumes purs 97% de nos besoins. Puis quand on rajoute les pommes de terre, on descend à 85%. Voilà, et tout ça en fait est mis en cohérence avec différentes autres politiques de ville, avec notamment le PLU qui augmente les surfaces agricoles et tout un système d'aide aussi pour les agriculteurs qui voudraient s'installer en bio. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas très fréquent. Et puis, toutes ces actions, on a depuis quelques années, en fait, sous l'impulsion aussi de nos financeurs, décidé de mettre en place des démarches pour mesurer l'impact des différentes actions qu'on mène sur le territoire. Donc, c'est des démarches qui peuvent être soit très ponctuelles, soit qui prennent un peu plus de temps. Donc là, on commence à voir les premiers résultats et je vais vous expliquer un peu plus loin les résultats d'une de ces démarches. Donc, on va passer à la slide d'après. Voilà, donc juste rapidement, le service, il est divisé en 2 pôles. Un pôle qui est vraiment sur les actions sur le territoire monçois. Donc, là, ça me faisait penser aussi avec la présentation précédente sur l'environnement alimentaire. On essaie vraiment de travailler sur à la fois donner plus de la restauration collective. Dans l'environnement commercial, on travaille aussi de plus en plus avec les restaurants de Montsartou et les entreprises. Sur l'environnement géographique et physique, on met en place un marché de producteurs. On a toutes des actions autour du développement de l'agriculture locale, parce qu'on est dans les Alpes-Maritimes et c'est un territoire qui n'est absolument pas agricole. Il y a une forte pression foncière pour construire. C'est très, très urbanisé. Et puis, toute une démarche d'action et de sensibilisation de différents publics à travers différentes actions, à la fois sur le public jeunesse, enfance, mais aussi le grand public, et puis les salariés des entreprises. On travaille aussi avec les producteurs et avec le CCAS. Donc, on essaye petit à petit aussi de sensibiliser, de changer les pratiques des seniors, parce qu'on a 30% de la population en Montsartou qui a plus de 60 ans. Et puis, on essaie aussi progressivement de changer l'offre de l'épicerie sociale, parce qu'on a aussi 30 personnes en situation, 30 foyers en situation précaire qui bénéficient de l'épicerie sociale. Et là, on essaie aussi de faire du sourcing pour petit à petit avoir des produits un peu moins transformés, un peu plus de légumes et des produits aussi bio. Voilà, on peut passer à la deuxième slide rapidement. C'est aussi pour vous dire qu'il y a une deuxième partie du service qui est aussi dédiée à l'accompagnement d'autres territoires, en fait, à disséminer les pratiques qu'on a pu mettre en place à Montsartou et accompagner d'autres territoires, que ce soit des collectivités françaises ou internationales ou étrangères, dans cette transition. Voilà, donc après, je ne vais pas vous parler de toutes les actions parce que ça prendrait un peu trop de temps. Mais je vais vous parler rapidement des actions de sensibilisation et d'éducation des publics, donc, qui tournent autour de la restauration scolaire. Donc, les enfants que l'on a à l'école, ils peuvent bénéficier d'une parcelle pédagogique en fait, qui est sur le lieu d'exploitation et de culture des légumes dont je vous parlais précédemment. Et donc là, avec une animatrice qui est dédiée vraiment aux questions d'alimentation et d'environnement, ils ont la possibilité de faire des classes avec leur institutrice ou instituteur. Pendant une semaine, ils vont sur place, il y a une cuisine pédagogique, une salle de cours, et puis beaucoup de restants et d'espaces verts pour s'essayer à la plantation de cultures, regarder un peu la biodiversité qu'il y a sur les parcelles. Ça, c'est une façon de faire. Il y a aussi d'autres classes qui préfèrent venir une fois par mois, c'est ce qu'on appelle les classes perlées. Et elles viennent pour regarder plus l'évolution au cours des saisons de certains éléments paysagers. Après, il y a plusieurs activités qui sont mises en place aussi pendant le temps périscolaire et extrascolaire avec des tapes cuisine ou jardinage ou fabrication de jeux liés à l'alimentation durable en lien avec la médiathèque. Léa, il ne vous reste plus que 3 minutes normalement. Je pense qu'il faut avancer vers les résultats de votre enquête qui sont très alors je passe sur notre sujet. On prendra connaissance de toutes vos actions à côté. Ok, si on peut passer les slides
je crois qu'il y a 2 slides. Voilà, la slide d'après. Donc, tous les 3 ans, en fait, depuis 2013, on fait une enquête auprès des parents d'élèves pour savoir en quoi le projet de restauration scolaire permet de les satisfaire sur ce qu'ils attendent en termes de quantité, qualité, mais aussi en quoi il permet de changer leur pratique. Donc là, je vais vous présenter les résultats qu'on a fait cet été, 2022, la slide d'après. Rapidement, là, j'ai juste quelques slides pour vous présenter en fait toute une partie des résultats que l'on obtient. Donc, on demande leurs habitudes alimentaires, donc qu'est-ce qu'ils mangent, à quelle fréquence. On leur demande aussi leur lieu d'achat, c'est la slide d'après. S'ils achètent leurs fruits et légumes dans des marchés, à la ferme, dans des GMS, voilà, différents endroits comme ça. Là, c'est pour avoir une vision, bon, voilà, on est passé très rapidement, une vision voilà, de leurs habitudes alimentaires. Et en fait, ce qui est important aussi de voir là, c'est qu'il y a une personne sur 5 qui répond à acheter tout le temps des produits bio, donc manger très très souvent des produits bio. Et la slide d'après, on arrive au changement de comportement. Donc, en fait, on leur demande tous les ans si les actions de la commune leur permettent de réfléchir à leur comportement alimentaire. Donc là, on a 75% des personnes qui ont répondu oui. Et s'ils ne le font pas, pourquoi? Et donc là, dans ces 25%-là, on a 70% des personnes qui répondent avoir déjà en fait, réfléchi à ces comportements alimentaires, partagent déjà les valeurs de la ville. Et ensuite, on pousse un peu en détail, donc dans la slide d'après, on leur demande si les actions ont contribué à changer la plupart de leurs pratiques alimentaires, certaines de leurs pratiques, très peu ou pas du tout. Donc là, ça nous donne un peu un aspect plus quantitatif du nombre d'actions. En dessous, il y a le graphe pour vous montrer un peu l'évolution. Donc tous les ans, en fait, on a la plupart des gens qui changent certaines de leurs pratiques, voire plus. Donc on est assez satisfait de ce résultat-là. Et ensuite, on va encore plus dans le détail pour savoir quelles pratiques ils changent. Donc ça, c'est les résultats 2022. Donc la plupart achètent beaucoup plus de produits de saison. Et on descend un peu dans les éléments. On a aussi une personne sur 3 qui réduisent fortement leur consommation de viande. Et ça, en fait, c'est corrélé à une autre étude qu'on est en train de finaliser avec la démarche Ciel Innov. Vous avez peut-être entendu parler. Donc, je ne vous présente pas les résultats parce qu'ils sont en cours de consolidation, mais on obtient le même résultat qui est qu'on a beaucoup moins de mangeurs de viande fréquents et beaucoup plus de mangeurs de viande occasionnels. On peut passer à la slide d'après. Voilà, et après, on leur demande pour toutes les actions, on leur fait une liste des actions de la ville et on leur demande quelles actions ont un fort impact ou plutôt fort impact sur l'évolution de leur pratique. Et ça nous permet d'avoir un peu une idée sur la pertinence des actions, est-ce qu'on peut renforcer ou non. Et cette année, en 2022, c'était surtout les actions de conférences, ciné-débats, affichage dans la ville qui avaient le plus fort impact. Et en fait, en 2019, c'était surtout l'influence des enfants de la cantine. Donc là, nous, on a un peu analysé ça en se disant que là, on passe à après 2 années de Covid. Et c'est vrai que les actions d'animation et de sensibilisation à l'intérieur de l'école ont été beaucoup plus éparses, on va dire ça comme ça. Voilà, et après, en dessous, on a l'évolution en fonction des années. On peut passer à la slide d'après, je crois qu'il reste... Ah ben voilà. Désolée, j'ai un peu forcé la fin, mais je serai là pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a éventuellement, je ne sais pas si vous avez publié ces résultats, peut-être qu'on pourra aussi mettre les liens des documents oui, ils sont en ligne. Ouais. Dans le compte-rendu, comme ça, si voilà, vous souhaitez en savoir plus, vous aurez tout ça à disposition. Merci beaucoup Léa, en tout cas, pour cette présentation. C'est chouette de voir qu'on peut avoir des résultats voilà, mesurables aussi avec des actions sur l'environnement alimentaire. Donc, un bel exemple pour nous inspirer collectivement. Alors, je pense qu'il nous a rejoint. Je vais maintenant passer la parole à David Fima de VRAC Bordeaux et du collectif Acclimatation. Alors, je ne sais pas si tu as une présentation à nous partager, David, sinon on te laisse juste la parole 10 minutes pour nous présenter voilà, les actions du collectif Acclimatation et comment est-ce que ça contribue aussi à la végétalisation de l'alimentation. La présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
parfaitement. Donc, je m'appelle David Fima, je suis coordinateur du collectif Climataction en Gironde, qui a été créé en 2020, un peu avant le confinement, le premier confinement. C'est un repère maintenant. On était donc à l'initiative de VRAC Bordeaux, l'antenne de VRAC sur la métropole bordelaise, et d'une association qui s'appelle les Rattlers et qui est basée en Nord-Gironde. On avait tous les deux initié une dynamique partenariale, donc avec l'associatif, de la recherche, de l'éducation populaire, pour travailler sur ces questions d'accès à l'alimentation, pour faire un peu le point et dire faire un peu le point de nos initiatives et pointer les limites et essayer de les dépasser. Donc voilà, le contexte social en France était quand même particulièrement mouvementé. On est sur les Gilets jaunes, le mouvement climat était particulièrement fort. Et en fait, cette urgence sociale et climatique, on s'est aperçu qu'elle a trouvé vraiment un écho, bien sûr, dans nos échanges, mais aussi sur le terrain, auprès des adhérents. On voyait que bien dans nos initiatives, les publics qu'on touchait venaient avec des préoccupations qui étaient distinctes et du quotidien, des préoccupations environnementales, et que ces rencontres se passaient bien dans le cadre de nos initiatives, donc des groupements d'achat à prix coûtant dans les quartiers populaires, des bistrots solidaires, des actions de ce type, au fait, qui contribuent de manière à accès à tous à une alimentation durable sans distinction, contrôle ou stigmatisation. Mais on voyait bien aussi que les réponses, que ce n'était pas suffisant, qu'on touchait un nombre limité de personnes et donc il fallait aller plus loin sur ces sujets-là. Donc on a créé le collectif pour ça, pour se questionner et questionner nos pratiques et aller plus loin. Donc on avait quand même cet objectif au départ, ce questionnement de comment accompagner l'évolution des pratiques alimentaires dans un contexte social particulièrement tendu. Donc le premier angle d'attaque, c'était de dire il y a un volet sur les pratiques alimentaires, un volet individuel, et le deuxième angle d'attaque, de questionnement et d'expérimentation, c'était collectif, porté sur les politiques publiques et leur rôle. Donc on a commencé, et c'est ça aujourd'hui, donc on est dans à la fin du projet Climataction, qui est un projet de recherche-action. Et à un moment charnière, on est dans cette deuxième phase sur la dimension collective, où on a voulu explorer, pousser cette hypothèse de la démocratie alimentaire, cette hypothèse que des personnes bien informés, des citoyens, des mangeurs et des mangeuses bien informés, à qui on donnerait plus de pouvoir, seraient en capacité de répondre dans un dispositif public qui gérerait à des enjeux de santé et environnement. Donc aujourd'hui, dans une semaine, on lance une convention citoyenne de l'alimentation en Gironde, qui sera la première étape d'une expérimentation, on l'espère, d'une forme de socialisation de l'alimentation, sécurité sociale de l'alimentation en Gironde, en partenariat donc avec le conseil départemental et d'autres. Je vais vous parler plutôt de la première phase sur les pratiques individuelles. C'est ce qui nous a permis aussi en tant que collectif de se connaître. En fait, la question, c'était comment accompagner cette évolution des pratiques dans un contexte social tendu. On a pointé un peu quels étaient nos champs d'action communs, et on a bien vu qu'on était déjà beaucoup plus sur le champ de la sensibilisation que de l'accompagnement. Donc, parce qu'on s'est renseigné, on a bien vu que
notamment sur les questions de santé. Il y avait beaucoup de travail, notamment, donc on s'est rapproché de Montpellier, du travail de Nicole Darmon sur OptiCourse, que l'accompagnement, vraiment l'accompagnement à l'évolution des pratiques alimentaires, c'était des outils et que finalement, nous, on n'était quand même pas trop là-dedans, ce n'était pas notre prise. Donc, on allait agir déjà sur le biais de sur l'action dans le domaine de la sensibilisation. Donc, quand on parle de sensibilisation, on parle de la difficulté à mesurer l'impact de la sensibilisation. Et donc, assez vite, finalement, on s'est mis comment dire, en difficulté d'évaluer vraiment quelle était la contribution de notre action à l'évolution des pratiques alimentaires. On a quand même essayé, je vais y revenir. Donc, on a décidé d'agir sur trois angles d'attaque par rapport à ce qui faisait notre commun. Donc, la cuisine de rue, la cuisine dans l'espace public, donc, puisque la façon de cuisiner, on est parti de nos communs, pardon, mais aussi de ce qui faisait de différents éléments qui influencent la prise alimentaire. Donc, la façon de préparer les aliments, de cuisiner en est un. Donc, on a décidé d'agir sur la cuisine dans l'espace public, qui était une pratique de certains des acteurs. On est allé voir dans quelle mesure cette pratique, elle produisait des évolutions de pratique. Donc, ce que nous disaient globalement les travaux sur ça, c'est que, et le retour des animateurs, que ça a créé du lien social, le fait de se poser spontanément devant un immeuble, dans une place publique, ça, avec une cuisine mobile, un espace des tables où on cuisine, ça a un élément vraiment créateur de liens sociaux importants. Mais sur l'évolution des pratiques, plus difficile. On a essayé de faire évoluer ce dispositif et de créer un peu d'une façon pardon, on a essayé de faire évoluer ces dispositifs pour leur donner une dimension sensibilisation à l'évolution des pratiques. On a essayé d'ouvrir l'espace qu'occupaient ces ateliers cuisine en mettant des personnes un peu des insiders qui seraient en balade dans le quartier et qui seraient à l'écoute des regards, des interpellations que suscitait le fait qu'il y ait des gens qui cuisinent sur une place. C'était vraiment, pour résumer, l'idée d'élargir l'espace de sensibilisation au-delà de l'espace où se passe la prise alimentaire. Donc, des rayons de 100, 200 mètres, 300 mètres, repérer et amener l'échange avec les personnes qui n'oseraient pas forcément venir participer à un atelier. Ça a été plutôt... et d'acter ensuite, la deuxième chose, c'était de mettre en place des rendez-vous, de ne plus venir de manière aléatoire sur un quartier, mais de vraiment fixer un programme où on aborderait à chaque fois une partie de la recette. Donc, ça a été beaucoup des produits de fast-food revisiter, le burger végé, ce genre de choses. Et à chaque rendez-vous, on élaborait une partie de la recette, le pain, la galette, les sauces. Donc, ça permettait de fidéliser et les gens repartaient avec un savoir-faire qu'ils transmettaient, même dans l'atelier, qui pouvaient participer à l'atelier. Donc ça, c'était plutôt un prometteur en termes du dispositif cuisine de rue. Par contre, en termes de faisabilité, les animateurs nous renvoient le fait que c'est plus de travail en amont. Il y a beaucoup de staff, de personnel en plus, ou de bénévoles. Et donc, dans la pratique, c'est donc une action prometteuse, mais qui est peu mise en place ou lors de grands événements quand il y a beaucoup de partenaires. Donc, la première limite sur la cuisine de rue, un peu ce qu'on a rencontré. Le deuxième... Je vous remercie d'aller au fait, parce que vous avez à peu près consommé votre temps, mais bon, on peut bien entendre la suite. D'accord. Merci. Donc, je vais accélérer. Deuxième action sur la sensibilisation par le jeu pour agir sur le domaine de l'éducation, qui est un autre influenceur de la prise alimentaire.
Donc, on a élaboré une série de 4 jeux, un parcours de sensibilisation du climat à l'assiette, en essayant de partir de jeux qui simplifiaient, de jeux connus, type la fresque du climat, mais en les simplifiant, en les rendant accessibles et ludiques et facilement aussi appropriables, pour que d'autres acteurs que les spécialistes de l'alimentation se saisissent. Donc, cela a donné lieu à une évaluation. Donc, on a auprès d'un public d'une vingtaine de On personnes. On n'entend très plus bien. très bien. Ouais. Voilà, juste rapprocher le micro. Alors là, on n'entend plus du tout. Non. On n'entend plus. Est-ce que c'est... Ah C'est oui. bon. Là, c'est Voilà. bon. Donc l'évaluation auprès d'une vingtaine de personnes qui ont participé à ce parcours, qui était pensé pour non pas changer ses pratiques, mais susciter un changement d'intention. Là, ça pensait qu'on était un peu loin du compte, quand bien même il y avait des informations clés qui ressortaient, donc des meilleures connaissances. On s'est rendu compte qu'ils avaient surtout permis de renforcer que il y a eu quelques surprises, quelques étonnements, donc sur la place de l'élevage, de la consommation de viande dans l'empreinte carbone. Mais globalement, ça n'a pas transformé les pratiques, mais plutôt donner une envie de plutôt conforter les gens dans leurs pratiques, ou permis de arriver à un peu d'indignation, de dire mais j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Et donc, quelle solution vous me proposez? Et donc, c'était ce que je retiens moi aussi surtout de ces jeux, c'est l'intention avec laquelle on les utilise ou on les mobilise. Nous, notre intention, elle était, on savait qu'on allait peut-être une évolution, une envie de changement d'intention, mais que derrière, les personnes avec qui on était n'avaient pas toutes les cartes en main, n'avaient pas forcément le budget ou accès à toutes les informations. Donc nous, notre intention, elle était de susciter une dynamique qui permette derrière fédérer un groupe d'habitants avec qui on allait justement travailler des propositions à transmettre aux politiques publiques. Donc nous, c'était notre intention des pratiques alimentaires. Personnes pour identifier ce qu'on peut faire au niveau individuel, mais aussi assez vite se rendre compte des limites qu'on a au niveau individuel, et donc donner une issue, une porte de sortie sur le travail citoyen, en tout cas vers des propositions plus collectives. Donc c'est ce qui nous a amené à travailler sur ce que j'ai évoqué au tout début, là des parcours citoyens vont définir les cahiers des charges d'un petite politique publique qui viserait à sécuriser leur alimentation. Donc voilà, il est 12h11, j'avais 10 minutes, donc je pense que je vais en rester là, il y aura sûrement des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, c'est hyper intéressant de voir votre cheminement, de où vous êtes parti et puis comment est-ce que ça vous a amené à vous lancer dans ce dispositif de, je ne sais pas si on peut dire, de démocratie participative autour de l'alimentation et la sécurité sociale de l'alimentation. Je ne sais pas si c'est les bons termes, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors là, on a de nouveau un petit temps d'échange, effectivement, avant de se quitter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser aux intervenants, c'est le moment. Et en parallèle, ce qu'on vous propose, donc, c'est de retourner sur Bicast. Donc, on va vous remettre le lien dans le chat. Et cette fois, ce qu'on vous propose, donc vous l'aurez bien compris, l'objectif aussi pour nous de cet atelier, c'est de lancer cet état des lieux co-construit avec tous les porteurs de projets et d'initiatives inspirantes qui pourraient être partagés plus largement. L'objectif, c'est d'arriver à construire une cartographie en ligne de tous ces projets-là. Donc, le format n'est pas encore bien défini, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de valoriser
ce que font chacun et chacune pour que ça puisse inspirer le plus grand nombre. C'est ça, hein, la mission d'Alta. Donc voilà, on compte vraiment sur vous. On a bien vu toutes les idées que vous avez mises dans le chat, donc n'hésitez pas à les remettre sur le tableau Bicast. Si c'est possible de remettre le lien dans le chat, voilà, parfait, super, merci beaucoup.